Bonjour, bonjour, merci de me recevoir chez vous une nouvelle fois pour ce live. Je suis un petit peu en avance. Ouais, bon, c'est comme ça. J'ai un peu tradition familiale d'être toujours en avance. Alors si certaines personnes me voient, se connectent, m'entendent, le petit rituel, merci de me dire si vous m'entendez bien, si tout fonctionne bien, le son, l'image et tout. Comme ça, ben, on va pouvoir commencer à se parler des choses sérieuses dans ces temps un petit peu bousculés, un petit peu compliqués pour tout le monde. Bon, ça va. C'est vrai que la vie d'écrivain nous prépare à avoir, disons, être dans des situations, souvent un peu de précarité, tout ça. Vous savez, il y a peu d'écrivains qui vivent vraiment de leurs livres et tout ça. Alors, ah bon, de mon côté tout fonctionne. Ah merci Steph, super. Voilà. Bon bah alors si tout fonctionne, si le son est bon, si l'image est bonne, si tout le monde m'envoie des petits salut Manuel. Si tout le monde m'a salut Thierry. Ah ça fait c'est bien, on est en famille finalement, hein, on se retrouve on se retrouve ouais, presque finalement dans l'intimité de nos rencontres et de nos rendez-vous. Hey, bonjour Khaled. Ah, bah, oula, là, on est connecté à la Terre entière. Waouh, il y a le Maroc est là, la France est là, le Québec. Waouh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon ben, je suis content qu'on se retrouve. C'est notre quatrième. C'est un exercice, je vous avoue, qui est pas si simple parce que bon, moi, j'ai l'habitude de rencontrer des gens, de discuter avec, d'avoir des retours. Alors allez-y avec vos questions, allez-y avec vos demandes, parce que évidemment, ça me facilite la vie. Euh, mais quand même, j'ai préparé des choses, j'ai des choses à vous dire. On va attendre un petit 2 minutes parce que bon, ah, bonjour, bonjour, bonjour Yasmine, ben oui, bonjour Isabelle, ah ben voilà, tout le monde est là, la France, la Belgique, le Québec, le Maroc, ah ben voilà, non c'est bien, on est en famille, ça me fait vraiment plaisir. Ben oui, je disais, donc c'est des temps qui sont un petit peu troublés évidemment pour tout le monde, hein, et même si certains ont fait des choix. Ben moi j'en fais partie. Tu sais, d'avoir fait des choix marginaux, évidemment. Bonsoir Sophie de la campagne profonde française. Oui, moi je fais partie de ces gens qui ont fait des choix un petit peu bon, marginaux, un petit peu différents de pas mal de monde, hein. Alors évidemment, je suis un peu moins impacté par toutes ces questions-là parce que bon. Bonjour Manuela. Parce que, bon, quand on a décidé que nos enfants iraient pas à l'école, que nous-mêmes, on n'aurait pas un emploi salarié, quand on a décidé que finalement, on limiterait sa zone de contact, sa zone de comment dire, de dépendance finalement à une certaine forme de société. Alors bon, évidemment, on le vit un peu mieux. Mais je sais que parmi vous, parmi les témoignages que j'entends, que je reçois, bon ben vraiment, j'entends des gens qui souffrent, quoi. J'entends des gens qui sont pas bien. Et certains sont obligés de remettre en cause des choix de vie qu'ils avaient fait déjà il y a des dizaines d'années en fait. Alors bon, je sais que pour eux, bonjour Annie. Ben oui, on a le le bas du fleuve qui nous rejoint. C'est bien. Et et donc oui, voilà. Donc, je sais que pour certaines personnes, c'est des périodes plus compliquées que pour moi, qui depuis longtemps finalement navigue un petit peu en dehors des eaux communes, en fait, hein, voilà. Alors, ce qui est important de se poser comme question, si on veut rentrer dans le vif du sujet, c'est pour ça que j'ai intitulé ce live Et maintenant. Alors, et maintenant, on fait quoi? Eh ben oui, et maintenant, on fait quoi? Parce que c'est pas évident de se dire bon. Ce qu'il y avait avec l'école jusqu'à il y a pas si longtemps, c'est que bon, on savait que c'était pas génial, on savait que c'était pas bon, il y avait des problèmes, on savait que bon, les enfants y étaient pas spécialement heureux. Bon, on savait très bien que l'école n'était pas forcément qu'une grande réussite, mais bon, au moins,
Ah voilà, alors pardon, on me demande où est-ce que c'est. Ben oui, sur la page professionnelle, s'il vous plaît. Sur la page. Ouais. Et, euh, et donc bon, on savait que finalement, quand même, euh, excusez-moi, je réponds aux gens qui sont perdus et qui ne nous trouvent pas. Voilà. Alors, voilà, c'est ça. Donc, on savait que quand même... ah, bonjour l'Auvergne, Nelly. Oui, on pouvait quand même compter sur cette institution, parce que bon, on avait été à l'école, nos parents avaient été à l'école, parfois même nos grands-parents y avaient été, nos frères, nos sœurs, nos enfants pouvaient aller à l'école depuis quelques années. Alors bon, on avait quand même une forme de solidité, on pouvait très bien, bon, finalement... Euh, confier nos enfants à l'école, c'était pas génial, ils étaient pas spécialement heureux, mais enfin au moins c'était là, c'était tous les matins, on avait le calendrier des vacances un an à l'avance, on savait avec la progression, bon c'est évidemment c'est une illusion, mais enfin on savait avec la progression pédagogique que bon les enfants allaient apprendre telle chose pendant telle année, que par exemple à 6 ans, à 7 ans, il savait lire, bon, à peu près, pas toujours bien, pas toujours avec plaisir. Mais enfin, bon, voilà, il y avait une sorte de solidité, un repère, et quand on voulait pas se poser trop de questions, eh ben, c'était facile d'envoyer ses enfants à l'école. Et à côté de ça, il y avait des hurluberlus de mon espèce qui disaient, mais en fait, on peut vraiment faire autre chose, regardez, on peut quitter l'école, on peut quitter ces emplois où on souffre, on peut quitter ces horaires qui nous conviennent pas, on peut vraiment partir sur la route et marcher avec des chaussures qui nous vont mieux. Mais c'était l'inconnu, c'était le vide, quoi. C'était le grand vertige de la liberté. Et alors on se retrouvait donc à se dire bon, soit j'ai quelque chose de pas génial mais que je connais. Ou alors le grand vertige de la liberté, c'est inconnu et je ne sais pas comment m'en sortir avec ça. Alors je comprends qu'il était bien difficile pour pas mal de monde de pouvoir faire ce saut-là dans ce grand vertige, dans ce grand inconnu de la liberté. Euh, alors aujourd'hui, il y a des choses qui se sont qui se sont un petit peu qui ont un petit peu bougé parce que quelque part l'école à la maison, même si la façon dont ça a été vécu là pendant le confinement euh, à peu près pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle nous, bon, vous savez, l'école à la maison, l'instruction en famille, l'éducation à domicile, ben, ou en tout cas toutes ces appellations, le unschooling, bon, vous connaissez toutes ces appellations que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs, mais que je suis obligé d'utiliser. Euh, alors, nous, évidemment, quand on faisait ces choix-là, c'était des choix qui étaient basés sur l'amour, évidemment, sur des aspirations à la liberté, et non pas des choix qui étaient basés sur la peur, le confinement, le regard de l'autre, la société du 1,5 m, comme disait l'auteur de Bruckner, voilà, sur France Inter. Bon, voilà, donc... euh, mais quand même, ça a permis à certaines personnes d'expérimenter le fait de passer ces journées, des parents qui ont réussi à passer des journées avec leurs enfants, à faire des choses, à se rendre compte que leurs enfants, ben, finalement, ils n'étaient pas si nazes que ça et qu'il pouvait s'inventer alors qui son parcours de skateboard, qui son jeu de société, qui s'est mis à faire de la cuisine, d'autres s'est mis à lire des romans alors qu'il en lisait pas avant, etc., etc. Alors on s'est rendu compte que c'était pas si farfelu que ça, cette idée de rester avec ses enfants et de passer du temps avec sa famille. Et de l'autre côté, on s'est retrouvé dans cette situation où l'école n'est plus du tout cette espèce de pilier un peu sûr, un peu certain qu'on avait toujours cru qu'elle serait. On voit que ça bafouille, quoi, que ça balbutie, qu'on invente des règles à 2 balles, qu'on rend l'école. Alors on dit oui, il faut y aller, mais pas tout de suite, mais comme ça, avec des carrés dessinés à la craie dans la cour de récréation pour pas que les enfants se voient, se touchent. Et il faudra se laver les mains, les dents, les trucs. On sait plus trop ni comment éternuer, ni comment se dire bonjour, ni il suffit de siffloter dans un couloir pour passer pour un terroriste.
La société, des gens qui avaient habituellement peur, parce qu'il y en a dans la vie, il y a des gens qui ont peur. Alors, la société des gens qui ont peur, eh ben, se sont retrouvés à presque avoir raison finalement, tu sais, à se dire, ah ben vous voyez, on vous l'avait dit. Et alors, la société, des gens qui étaient un peu hypocondriaques en disant, ah là là, mais il faut faire attention de pas trop se fréquenter de près parce que on va se choper toutes sortes de maladies. Et bien finalement, il y a eu cette espèce de mariage entre les gens qui ont peur, les gens qui ont peur d'eux-mêmes, les gens qui ont peur des autres. Et donc l'école a ramassé en fait toutes ces peurs-là et est devenue ce lieu incertain finalement. Alors avant c'était pas génial, mais on savait ce que c'était. Maintenant on sait même plus ce que c'était. Alors que par contre cette vie de famille à temps plein, dont on ignorait presque tout parce que c'était une vie qui était nouvelle en fait, parce que bon, vous savez, l'INSEE, alors je vous donne des chiffres de 2000, de 2009, de 2011, je sais plus, mais en tout cas l'INSEE, donc en France, l'Institut national de la statistique et des études économiques disait que le temps qu'un père passe avec son enfant par jour, c'est 11 minutes. Du temps de qualité, du temps d'échange, du temps de... Alors vous savez, c'est 11 minutes. Une mère, c'était 19 minutes. Vous voyez que c'est rien, quoi. Donc on se retrouvait avec plutôt, voilà, ce temps de contrainte, en fait. Lève-toi, je sais, t'as pas envie d'aller à l'école, mais moi j'ai pas envie d'aller travailler non plus. Allez, je vais te chercher à la sortie de la garderie, il y a les devoirs à faire. Enfin, une vie à la con, quoi. Vous savez, voilà, une vie misérable, en fait, parce qu'elle manque de tout, elle manque de temps, elle manque d'espace, elle manque de silence, elle manque d'ennui, elle manque de liberté, en fait, voilà, tout simplement. Alors, maintenant, on a expérimenté une vie avec un petit peu moins d'argent, une vie avec plus de proximité, une vie avec nos enfants à la maison, et on se dit que c'est pas si fou finalement, et qu'on arrive à avoir des moments sérieux, des moments sympas, des moments de rigolade, des moments où on invente des jeux, où on fait des jeux, le temps lent, le temps long avec nos enfants. Bon, et là, du coup, on se retrouve dans cette situation, on se dit, finalement, l'école à la maison, c'est pas si pire. Et encore, elle n'a pas, je le répète, toute la richesse que peut avoir une situation d'éducation sans école quand on a les musées, les parcs, les copains qu'on peut voir, on peut aller jouer au foot, le club le club de judo ou le cours de violon ou de piano ou mes enfants ils participent à un orchestre, ils font du parcours, ils font du taekwondo, de la gym. L'IM fait du match d'improvisation, etc. Donc, si vous voulez, on avait une vie vraiment beaucoup plus riche dans nos aventures d'école maison, telles qu'on les vivait d'habitude, plutôt que dans ce qu'on appelait là le confinement, basé cette espèce de distanciation qu'on appelait sociale. Fouillez-moi pourquoi on appelle ça social, puisque justement il n'y a rien de plus asocial que la distanciation. Mais enfin la distanciation asociale, disons, pour pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc aujourd'hui, les cartes sont plus floues. Alors c'est pour ça que je pose la question. Et maintenant, voilà. Et ben oui, et maintenant, parce que qu'est-ce qu'on fait de ces nouvelles informations? Qu'est-ce qu'on fait de ce temps, de cet espace qui s'est libéré? Et aussi, qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle sérénité? Parce que on a vu que passer du temps avec ses enfants, finalement, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Et on voit aussi, on s'est aperçu que nos enfants, peu importe leur âge et tout ça, avaient retrouvé quand même une forme à la fois d'enthousiasme, mais aussi une forme de découverte. Les enfants pouvaient, moi, par exemple, mes enfants m'ont dit, oh là là, j'ai plus rien à lire. Est-ce que toi, tu aurais des livres? Alors, j'ai fouillé dans ma bibliothèque, je leur ai sorti des livres que peut-être ils auraient jamais lus, parce que spontanément, ils pouvaient aller à la librairie, à la bibliothèque, chercher des livres qui étaient plus adaptés à leurs envies, à leurs désirs, etc. Mais là, finalement, ils se sont découverts des capacités. Bon, alors, à partir de là, on se dit, bon, on a une nouvelle vie à inventer. Et donc, on vient de mettre le pied dans la piraterie éducative. On vient de se dire, il y a d'autres façons de vivre.
Pour certains, ça fait très très longtemps hein, qu'ils ont enregistré ça. Je pense à mes amis du village de Pourgues, je pense à bon plein d'autres familles que je connais. Ça fait très 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 longtemps qu'ils sont passés à autre chose. Hein. Mais pour certains, c'est une découverte, c'est une nouvelle vie. Alors bon, évidemment, je reviendrai pas sur l'école parce que bon, j'ai dit assez ce que je pouvais en penser. On sait très bien que bon, ça ne répond pas à la promesse d'émancipation, de bonheur, bon que ça pouvait donner, mais mais aujourd'hui, ben, la nouvelle solution, on la touche des mains. J'avais eu une question de Cat Power, donc Catherine, j'imagine, qui m'avait dit, oui, oui, dans ton live prochain, j'aimerais que tu abordes le sujet de la motivation parce que bien sûr, on a pu voir que nos enfants, quand on leur fout la paix, eh ben, ils se trouvent plein de choses à faire et ils se trouvent plein de, bon, d'envie, de besoins, ils s'organisent, ils aménagent leur temps, leur espace, etc. Mais, quand même, mon fils est malheureux parce que, il se dit, on est quand même dans une société de diplôme, on est dans une société bon qui va exiger toutes sortes de papiers que je n'aurai pas parce que je ne serai pas allé à l'école et donc je renonce à mon rêve finalement de vouloir faire, alors je sais plus ce que c'était, biologiste ou quelque chose comme ça. Alors voilà, moi je veux vraiment insister sur ce point-là. Ne renonce à aucun rêve. Hein. Je te prends mon exemple personnel. Évidemment, quand je dis mon exemple, c'est pas à titre exemplaire, mais c'est à titre de, illustratoire en fait. Hein, voilà. Hein. Alors, moi quand j'étais jeune, j'avais toujours su que je voulais travailler avec dans la nature. Je voulais être un interprète de la nature. Et donc, quand j'avais posé la question à mes professeurs et tout ça, ils m'avaient dit, ah ben là, oui, c'est sûr, il faut étudier en sciences naturelles. Et donc, bon, les sciences naturelles, ça demande de connaître la chimie. Évidemment, il faut passer par les mathématiques, il faut passer par la physique, etc., etc. Bon. Et alors évidemment, c'était pour moi des défis impossibles parce qu'on m'avait persuadé que j'étais nul en mathématiques et que je pourrais jamais donc accéder à toute cette panoplie de métiers. Et donc j'avais fait pareil, j'avais laissé tomber. Je t'ai dit bon, ok, moi travailler avec la nature, ça marchera pas parce que j'en ai pas les capacités intellectuelles en fait. Et en tant qu'ado, ben on doute. Et finalement. Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que à l'âge de 23 ans, je pense, j'ai passé le BAFA. Vous savez, le BAFA, qui est en fait le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Je suis devenu animateur. Mais à l'époque, ben, ça se fait encore aujourd'hui. Il y avait les colos, ouais, c'est-à-dire les séjours vacances pendant l'été. Mais il y avait aussi les classes de découverte. Les classes de découverte, moi, de mon temps, on le faisait 15 jours, 3 semaines. Donc, on avait vraiment le temps de mettre en place toutes sortes de sujets, on a fait plein de choses avec les enfants, on a fait des fromages, on a fait des magrets de canard, on a fait de la spéléo, on a fait bon des vendanges, enfin bon, on faisait toutes sortes de choses. Et je me suis rendu compte que finalement, par le biais de l'animation, je pouvais devenir un spécialiste de la nature comme j'en avais rêvé de l'être quand j'étais plus jeune. Et donc je suis devenu un animateur nature environnement expérimenté. J'ai passé des diplômes dans ce sens-là par par l'entrée de l'animation et non plus par l'entrée des sciences. Et dans mon parcours, par après, j'ai rencontré des gens qui, eux, étaient passés par les sciences dures pour pouvoir faire bon de l'identification, etc. Et moi, je me suis rendu compte que mon parcours n'avait rien à envier finalement au leur et que je connaissais aussi bien les fleurs, les insectes, les oiseaux, etc., etc., que ces gens-là qui étaient passés par ces sciences auxquelles moi j'avais dû renoncer finalement très tôt dans mon parcours scolaire, quoi. Donc ça veut dire que à partir de là, ça a pris un peu plus de temps, ça n'a pas pris les chemins auxquels je m'attendais, mais par contre j'ai fini par être le spécialiste de la nature que je voulais être. Donc bon, après par contre j'ai changé de continent. Alors là, voilà, un petit indice professionnel, quand vous êtes un spécialiste de la nature et que vous avez passé 10 ans, 15 ans, hey, bonjour Philippe Second, waouh, salut. Quand vous avez passé, d'ailleurs on s'est rencontrés là, sur ces classes nature, des classes découvertes avec Philippe,
Bon, quand vous avez passé 15 ans à essayer d'identifier chaque oiseau, chaque insecte, chaque fleur, chaque arbre, et essayer de connaître les mousses, les lichens, les orchidées, etc., ne changez pas de continent, parce que tous vos livres sont plus bons, et toute votre expérience, toute votre connaissance est à réadapter continuellement. Alors voilà, on se retrouve finalement à devoir presque changer de métier, parce on a passé 15 ans à prendre des oiseaux qui ne sont plus là, et à prendre des fleurs qui sont plus tout à fait les mêmes. Ben voilà. Mais donc ce que je veux dire, c'est que moi j'ai repris aussi des études. Alors j'ai pas repris, mais j'ai pris des études universitaires à 35, à 40 ans, etc. Donc si vous voulez, il y a pas, on ne peut pas. Vous savez, vos enfants vont faire une quinzaine de métiers dans leur vie parce que l'époque s'y prête. Hein, c'est comme ça. On est à la période de la discontinuité. C'est ça, c'est là-dessus que je voudrais revenir. Et sur les 15 métiers qu'ils vont faire dans leur vie, il y en a une douzaine qui n'existent pas encore. Vous voyez? Bon, alors c'est pas trop la peine de se stresser avec ces questions de diplôme, avec ces questions d'emploi, avec ces questions de ça, parce que en fait on n'en sait rien. Moi j'ai eu ma première adresse courriel à 28 ans, je l'ai déjà dit. Donc tous les gens qui m'ont éduqué allaient s'instruire sur le Minitel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous voulez, aujourd'hui on parle des GAFA qui dominent le monde. Donc bon, c'est pas comme si finalement on devait stresser sur savoir. Vous savez pas non seulement la vie que vont avoir vos enfants, mais vous savez non plus pas dans quel monde ils vont vivre. Donc c'est pas trop la peine de se stresser avec ça. Voilà. Donc c'était pour répondre à Catherine qui m'avait posé cette question avant le live, mais j'essaye aussi de donner des informations. Avec cette idée que oui, on est rentré dans la période de la discontinuité. C'est-à-dire que, bon, vous le savez très bien, cette grande période où on passait un diplôme, ça donnait accès à tel emploi, qu'on occupait toute sa vie, etc., c'est fini. Hein, ça fait 20 ans que c'est fini, hein, c'est pas un scoop, hein, ce que je dis là. Voire 30 ans hein, que c'est fini. Mais disons qu'il y avait encore ces modèles-là, il y avait encore des gens qui étaient sur ces schémas-là. Aujourd'hui, c'est plus ça, c'est plus ça. Et vous voyez, si on regarde, pour revenir à ce qu'on disait au tout début, si on regarde sur les 2 derniers mois ou sur les 3 derniers mois, on avait d'un côté une éducation scolaire qui était pas satisfaisante mais qui était connue, qui était identifiable et identifiée, et on avait une éducation sans école qui était une espèce d'aventure, un grand vide, un grand voilà, une porte ouverte sur un espace quasi désertique, en se disant oui mais alors si je me retrouve moi devant ce vide intersidéral qui a à quitter mon emploi pour faire en sorte que mes enfants puissent quitter l'école, alors du coup je me retrouve devant en fait d'un point de vue psychanalytique quasiment devant l'absurdité de nos vies en fait en disant mais alors à quoi me sert ce temps, à quoi me sert cet espace, bonjour la scène. Oui, à quoi me sert ce temps, à quoi me sert cet espace si je ne peux pas, si je sais pas quoi en faire, voilà. Alors aujourd'hui, bon, le temps des certitudes scolaires, pour ceux qui en avaient encore, bon, bah, c'est un peu terminé. On voit que ça patouille, que ça patauge, que ça envoie des trucs par courriel, ça demande aux profs de travailler, et en même temps, les profs savent pas trop comment s'y prendre. Moi, je vois mes enfants, il y a une prof qui leur écrit pour faire des muffins par Zoom. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, je veux dire, on comprend bien que c'est pas contre les profs que je dis ça. Ils font ce qu'ils peuvent et ils sont mal pris avec la situation, comme pas mal de monde. Mais disons que là, quand j'entends le ministre en France qui dit ah ben ce serait bien que au moins les enfants retournent au moins une journée dans le printemps à l'école. Me dites pas que c'est pour des questions éducatives. Enfin, vous voyez, bon, voilà, on est dans au Québec, on ne sait pas si les enfants du secondaire vont retourner à l'école en septembre ou peut-être à Noël en janvier. On le sait pas, on sait plus. Alors cette certitude scolaire en fait, bah, était a pris le bord en fait. Hein, c'est aussi bête que ça. Par contre, on a renoué, on a pu prendre la mesure d'une vie familiale beaucoup plus sereine, beaucoup plus facile en fait. Hein. On me dit, alors Samantha qui me dit je suis mère d'une fille unique, l'éducation sans école, sans fratrie ne vous semble pas trop difficile? Alors comme oui c'est difficile quand on dans ces périodes
d'aujourd'hui parce que on ne peut pas faire ce qu'on faisait habituellement, c'est-à-dire aller au théâtre, au cinéma, aller jouer dans un parc avec les amis. On peut pas se retrouver à la maison pour faire des projets, pour jouer à Magic ou je sais pas quoi. Alors évidemment là c'est plus compliqué. Mais par contre quand on a la possibilité de se retrouver au musée, au parc, à Montréal, au Biodôme, au Centre des Sciences ou je ne sais pas où, eh ben en fait le fait d'avoir un enfant unique ne change pas grand-chose parce que les enfants peuvent être sollicités socialement bien plus fortement, bien plus souvent finalement que des enfants à l'école où vous savez où on classe les enfants par date de fabrication où on va les confiner dans des classes parce que c'est bien ça hein, l'éducation confinée à la maison finalement est devenue l'éducation enfin a remplacé l'éducation confinée en classe vous voyez ce que je veux dire dans une classe on est confiné il faut lever la main pour aller aux toilettes vous voyez donc ça c'était le quotidien des enfants scolarisés. Donc nous, on avait une ouverture sur la vie, sur le monde, sur les autres, bon, on va dire beaucoup plus forte, beaucoup plus grande, même avec toute une diversité, à la fois bon des couleurs, des religions, mais aussi des handicaps, des âges. On faisait une sortie au musée avec un groupe d'école maison. On avait des enfants entre 3 et 17 ans, avec certains qui avaient tel et tel type de handicap, d'autres qui avaient tel type de, par exemple, il y avait des angles à Montréal, on avait des gens qui étaient prioritairement anglophones, d'autres qui étaient plutôt francophones, etc. Donc on échangeait comme on pouvait avec toute cette diversité qui est la vie en fait. Donc si vous voulez, quand on a accès en temps normal à cette diversité, et j'espère qu'on va vite la retrouver, alors évidemment c'est beaucoup plus, c'est pas le fait d'avoir une fille unique ne pose pas vraiment de problème quoi. C'est pas ça le. J'avais vu tout à l'heure la scène qui me disait que me posait la question comment faire agir par rapport aux enfants qui passent beaucoup de temps sur les écrans. Ah oui, ben ça. Excusez, c'est juste de l'eau, mais qui passe beaucoup de temps sur les écrans. Voilà. Alors, de rien, Catherine. Alors, là aussi, ça dépend vraiment de chaque famille, d'accord, et même de chaque enfant. C'est-à-dire que il y a des parents qui ont été geeks quand ils étaient jeunes et ils passaient des journées, des semaines sur leur ordinateur à faire des jeux en ligne, etc. Donc voir leur enfant passer 2, 3, 4, 5 heures devant un écran, on les perturbe pas plus que ça parce que ont vécu ça. Tu sais, et puis finalement ils sont passés à autre chose, mais pendant des années ils ont vécu ça, puis ils n'ont pas eu l'impression que ça les a rendus plus malheureux que d'autres. Il y a des parents pour qui le rapport à l'ordinateur est beaucoup plus compliqué. Moi, c'est plus compliqué. Écoutez, l'autre jour, on m'a mis à faire des jeux vidéo. Et la nuit, je voyais les trucs, machin. Donc moi, il faut pas que je joue aux jeux vidéo, ça me rend fou en fait. Donc pour moi, le rapport à l'ordinateur est vraiment trop compliqué quoi. Donc pour moi, c'est plus. Donc si je devais voir mes enfants passer 2, 3, 4, 5, 10 heures sur des ordinateurs, oui, ça me poserait problème. Or, le bonheur et la liberté, ça doit se partager ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y en a pas un qui est libre et heureux, pendant que l'autre, il se fait un ulcère de voir ses enfants vivre des choses qui le rendent malade. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut arriver à trouver, de la même façon que... Regardez, imaginez quand vous partez en voyage avec votre frère ou votre copine, un ami, peu importe, et que vous vous retrouvez en Thaïlande, au bout du monde, je sais pas quoi, et vous avez décidé de voyager ensemble. Si l'autre décidait de passer 10 heures par jour à faire des jeux vidéo sur son ordinateur pendant votre voyage, vous comprendrez que vous n'allez pas lui imposer de ne plus en faire, mais vous allez quand même essayer de discuter quand même en disant ben on n'est pas venu là pour passer tout notre temps devant un ordinateur à faire des jeux vidéo parce que ça on aurait très bien pu le faire chez nous. Donc si on est là, c'est parce qu'il y a une vie à vivre, il y a un pays à découvrir, il y a une culture à partager. Donc moi ça m'en rend un petit peu malade, tu vois, de rester là à faire des jeux vidéo si alors que finalement a priori on n'était pas venu là pour ça. Bon, ben avec les enfants c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a une vie, on vit ensemble, on est sur le même bateau. Alors on va essayer de trouver quelle est la formule qui nous rend tout le monde content, quoi. Voilà.
En tout cas, moi, je sais qu'avec mes enfants, c'est un non-sujet, cette affaire-là. Et pourtant, on est, grâce à cause de ma conjointe, on est suréquipé à la maison. On a, je sais pas combien de jeux. On a 20 ans de consoles vidéo, 250 jeux, de la dernière Switch, en passant par les tout premiers Mario, je sais pas quoi. Bref, moi je connais rien, mais on est suréquipé. Mais c'est un non-sujet, c'est-à-dire que oui, les enfants peuvent y jouer, de la même façon qu'ils peuvent regarder la télé, ou de la même façon qu'ils peuvent manger des bonbons, mais ils passent pas leur journée à manger des bonbons, ni à regarder la télé, ni à faire des jeux vidéo. Voilà, c'est parce que s'ils mangeaient trop de sucre, vous savez que le sucre c'est un peu de la cocaïne pour les enfants. Donc pareil, on mange pas de sucreries avant d'aller se coucher parce que c'est bon, c'est de l'énergie en barre. Pareil pour voilà, donc voilà, on arrive à trouver la façon, oui, négociation tout en respectant la liberté et les intérêts de chacun. Ben absolument, mais c'est comme ça que ça marche, il me semble, dans les couples, dans la vie, avec nos enfants, avec notre patron, avec notre frère, nos sœurs, quand on se retrouve à Noël pour les repas de famille, etc. Chacun essaye, voilà, de faire en sorte que c'est pas moi je suis heureux au milieu de tous les autres qui sont malheureux, ou moi je suis libre au milieu de tous les autres qui le sont pas. C'est pas une gâteau à partager, c'est pas une tarte, on est tous libres et heureux, ou alors personne ne l'est. Voilà, c'est aussi bête que ça. Hein. Alors à la fois c'est parfois compliqué, mais mais bon, ça se trouve. Et de toute façon, il faut que ça se trouve, parce que de toute façon, il y a personne qui va tenir dans une formule ou dans une autre, et notamment pas avec bon ce qu'on appelle l'école à la maison. S'il est malheureux, qui va tenir 2, 3, 4, 5, 10 ans à être malheureux de voir son enfant fonctionner? Ça marchera pas, ça peut pas tenir. Donc voilà, il faut se trouver les formules qui vont ensemble. On a souvent parlé dans les lives. Alors là, on se retrouve aussi dans une autre question qui est le rapport au temps, le rapport à l'argent. On, on se dit que on travaille moins, on a moins d'argent, mais on a plus de temps. On a plus de temps pour travailler, enfin pour travailler à ses affaires à soi, c'est-à-dire on a plus de temps pour faire son jardin, on a plus de temps pour faire sa cuisine, on a plus de temps pour faire... Et donc ce rapport-là, qui était un peu malade au travail et à l'argent en fait, où on passait notre temps à travailler pour pouvoir se payer ce qu'on n'avait pas le temps de fabriquer parce que justement on était en train de travailler. Vous savez, il y a plus personne qui reprise des chaussettes, il y a plus grand monde qui répare un jouet, il y a plus personne qui répare un outil, la plupart du temps il marche pas, on va en acheter un autre, d'accord? Vous voyez, alors que, et c'est pour ça que c'est des compétences qui se perdent, moi quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas de magasin où enfin si, il y avait des magasins où on réparait nos vélos, mais 80% des gens, moi à 12 ans, à 13 ans, même avant peut-être, on savait changer une roue, on savait réparer une chambre à air, on savait régler des freins. Aujourd'hui, on a la moindre crevaison, je sais pas quoi, on amène le vélo au magasin et on paye les 10, 20 dollars que le magasin nous demande pour réparer notre vélo. Enfin, vous voyez, on passe du temps à dépenser de l'argent pour faire par quelqu'un d'autre des choses qu'on n'a pas le temps de faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon. Eh ben, ce rapport-là au temps, ce rapport au temps lent, au temps long, au temps ensemble, eh bien, vient de se redéfinir un petit peu avec cette histoire de virus. Alors c'est important d'en garder. Je suis pas en train de vous dire que voilà, je vous l'avais dit, c'est le signe que parce que finalement tout le monde pense qu'il avait raison et que le virus c'est le signe que. Mais c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je dis simplement se retrouver dans des situations qui pour beaucoup de gens étaient nouvelles. Eh ben observons-les, regardons les avantages, regardons les inconvénients. Peu importe, on n'est même pas obligé d'y porter un jugement moral, un jugement de valeur. Simplement, on se dit, ben voilà, on s'est retrouvé dans telle situation. J'ai passé plus de temps avec mes enfants. J'ai eu le temps de réparer le vieux truc que j'avais laissé dans le garage et que je m'étais toujours juré de réparer un jour. Et finalement,
Je suis aussi resté des après-midi en silence, où j'ai pu lire, où j'ai pu écrire. Vous savez, moi j'écris des livres, alors ça fait longtemps que j'écrivais, mon premier est sorti en 2002, donc ça va presque faire 20 ans que j'écris des livres. Et je croise des gens, le nombre de gens qui m'ont dit «Ah, mais moi aussi, je rêve d'écrire. D'ailleurs, j'ai une idée, dès que j'aurai le temps, je pourrai écrire, etc.» Bon, il y a des gens qui ont eu le temps de le faire, qui ont eu le temps d'écrire. Eh ben, tant mieux, écoutez, tant mieux, c'est parfait. C'est parfait. Alors, vous voyez, on se découvre, voilà, on se découvre nous, on découvre, on redécouvre nos enfants et on se découvre dans notre relation avec nos enfants et on se rend compte que pour beaucoup, hein, que cette vie industrielle, que l'école et que le travail nous avaient promis, est une vie de fou en fait. C'est aussi bête que ça. On se retrouve avec des gens enfin qui vont passer 1 heure de bouchon tous les matins sur la route, 1 heure tous les soirs pour revenir crever, faire les devoirs avec leurs enfants, le bain, aller au lit, s'écrouler devant un film débile, enfin vous voyez, et que c'est ça notre vie, mais on se dit oui mais à la retraite ça ira mieux, tu vois. Enfin, vous comprenez qu'on n'a qu'une vie à vivre, hein. C'est comme l'enfance de nos enfants. Parce que même si vous vous dites tout de suite, bon ben là j'arrête de travailler, je m'occupe à temps plein de mes enfants, par exemple, ben, à temps plein de vos enfants, déjà vous le regretterez pas parce que je connais personne qui regrette d'avoir passé trop de temps avec ses enfants, ça n'existe pas. Mais si vous passez du temps plein pendant que vos enfants ont entre 0 et 17 ans, d'accord? Eh bien, c'est 17 ans de vos 60, 70 ou 80 années de vie. Ce qui est pas beaucoup, en fait, à l'arrivée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aurez passé ce que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire votre temps, avec cela, avec ces enfants qui vous sont les plus précieux. Et tout ça ne vous aura pris que 15, 16, 17 ans sur vos 80 années. Donc, c'est quand même pas rien. C'est un beau geste à faire. C'est un geste d'amour, hein. Euh, ah oui, alors on me dit, Steph qui me dit, j'ai beaucoup aimé les moments passés avec mes 3 filles. J'ai peur du retour à la réalité. Steph, ça va pas du tout. Attention, je vais gronder. La réalité n'existe pas. La réalité est celle que tu veux qui existe. Il n'y a pas la vraie vie de misère, de souffrance et de chemin de croix. Et puis d'un coup cette parenthèse fleurie qu'on a pu avoir pendant 3 jours, là, ou pendant 3 mois, ou pendant les vacances, ou pendant je sais pas quoi. La réalité est ce que tu veux en faire en fait. Et des fois c'est long, et des fois c'est pas facile, et des fois ça prend du temps, et ça prend du soutien, et ça prend des appuis, ça prend de l'accompagnement. Mais la réalité est ce que tu veux en faire en fait. Voilà, c'est ça. Et j'ai trop d'exemples dans ma vie, tu vois, pour pas être certain de ça. Je suis certain de ça. Que si demain matin tu veux devenir, je sais pas si Philippe est encore là, mais artiste de cirque par exemple, et que tu veux faire des spectacles de rue, si t'en as jamais fait, tu vas pas faire ça demain matin, parce que c'est un travail, le cirque. Être clown, c'est un sacré travail d'être clown. On est jongleur, on est musicien, on est acrobate, on est bon. On est scénariste, on est dialoguiste, on est plein de choses. Donc ça va pas se faire demain matin là comme ça au saut du lit. Mais si c'est vraiment ça que tu veux faire, eh ben nul doute que ça va finir par se faire. Et tu vas trouver ton personnage, tu vas trouver tu vas trouver ta façon d'être, tu vas trouver, s'il faut être musicien, ben, tu vas apprendre à jouer la musique dont tu as besoin, etc., etc. Donc là, il n'y a pas de la réalité, la vérité ne se donne pas à voir à nu, comme si elle existait en dehors de la perception qu'on peut en avoir. Je veux pas être trop compliqué. Mais la réalité n'est pas disons que le quotidien, je comprends hein, ce que tu veux dire en disant retour à la réalité, mais la réalité n'est pas quelque chose d'inéluctable, quoi. Voilà, c'est ça, la réalité est bien ce qu'on veut se construire, ce qu'on veut en faire, ce qu'on veut bâtir pour soi et pour nos enfants. Voilà. Le plus triste là-dedans serait de se dire je n'ai pas le choix. Vous savez, le nombre de gens dans mes conférences, dans mes rencontres, dans mes ateliers, qui me disent «Ah, c'est bien beau ce que vous dites pour les enfants, mais moi, je ne peux pas me le permettre.» Alors, qui peut vous le permettre? C'est-à-dire que si vous,
dans votre propre vie, ce n'est pas vous qui, à propos de ce qui pourrait vous rendre heureuse ou heureux, donne les autorisations, si ce n'est pas vous qui donnez les permissions, alors qui donne la permission? Qui autorise? Comprenez, c'est dramatique. Si vous vous dites, moi j'ai ça, mais je ne peux pas me le permettre, ça marche pas, vous comprenez? Il faut vous le permettre. Il faut que vous soyez la personne en charge de donner les autorisations dans vos propres choix, dans vos propres modes de vie. Vous voyez, donc voilà, il faut se le permettre. Il y a pas d'autre façon de vraiment être heureux, parce que sinon, vous savez, le travail salarié, c'est un travail où pendant 8 heures par jour, des fois plus, on va troquer notre temps, notre énergie, notre intelligence, notre bonne humeur, contre de l'argent, en fait. Oui, c'est triste à dire, hein. Oui, c'est quand même triste. Et là, on rentre le soir, vous voyez, et là, on a les gens avec qui on a choisi de vivre. C'est-à-dire notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, etc. Mais là, on n'est plus d'humeur, là, on est crevé, on n'en peut plus, on veut juste se poser, foutez-moi la paix. Et puis, alors qu'on s'était fait beau avant de partir au travail, on s'était mis en pyjama, enfin, pardon, on s'était mis en costume, on avait enlevé son pyjama, on s'était mis en costume, on s'était parfumé, on s'était coiffé, on s'était maquillé, etc. Et là, on arrive, on s'habille en linge mou, on n'en peut plus, on veut plus entendre parler, on est de mauvaise humeur, on est crevé. Voilà quoi. Euh, et du coup, finalement, ces gens avec qui on avait choisi de vivre, la conjointe qu'on avait draguée là, quand on était jeune, avec qui on voulait vivre en fait, et à qui on voulait donner le meilleur visage possible de nous-mêmes. Là, du coup, on est en linge mou, on est crevé, foutu-moi la paix, j'ai envie de silence. Bon, où est mon journal? Vous voyez, on se retrouve dans ces configurations à 2 balles parce que tout le meilleur de nous, on l'a donné à des gens qui n'avaient rien d'autre à nous donner que de l'argent en fait. Euh, voilà, donc on a troqué le meilleur de nous contre de l'argent et on va garder le plus moche de nous pour les gens qu'on aime. C'est bizarre quand même, hein, comme truc. Voilà, c'est mal foutu, quoi. C'est mal foutu. Faut penser la vie autrement, quoi. Voilà, il faut regarder ça autrement. Et je comprends que c'est pas simple parce qu'on a l'impression de se jeter dans le vide, en fait, en se disant, voilà, le saut de la foi. On quitte tout, notre travail, notre adresse, on sort nos enfants de l'école et là, c'est le saut de la foi et on verra bien ce qui arrive. Eh ben la vie en général se préoccupe bien de nous aider quoi. Oui, c'est des croyances ancestrales contre lesquelles, mais c'est plus profond que ça. Hein, d'un point de vue psychanalytique, vous savez, Pascal disait bon voilà, bon nos vies, ne nous le cachons pas, sont absurdes en fait. Si on prend à l'échelle de la Terre, à l'échelle de l'univers, nos 80 ans sur Terre, c'est d'une absurdité incroyable en fait. Hein. On est un grain de poussière dans l'histoire du monde quoi. Bon. Et si on devait rester tout seul dans une pièce, dans une chambre, etc., on trouverait vite à écrire un journal ou à faire quelque chose parce que sinon ce vide-là nous renverrait à cette absurdité-là du fait de vivre 80 ans sur Terre dans un univers de temps et d'espace qui nous dépasse de loin, quoi. Voilà. Alors, souvent, on va remercier les gens qui nous occupent. Euh, on va remercier les gens qui s'occupent de nous créer un emploi du temps, de nous divertir, comme dirait Pascal. C'est-à-dire, on va remercier les gens qui vont créer un emploi du temps pour nous. Voilà. Euh, et qui vont dire, bon alors toi t'arrives, tu t'assois là, t'as telle pause à telle heure, tu fais tel truc, etc., etc. Et puis bon, ça va être à l'école, ça va être au travail, et du coup on n'a pas à se retrouver devant ce vertige de la liberté. Et pourtant, voilà. Alors on peut penser autrement et on peut se dire que notre plus grande richesse, c'est nous-mêmes. C'est notre temps, c'est notre imagination, c'est notre volonté, c'est notre intelligence, c'est nos amis, notre famille, et que à partir de là, on peut créer un univers qui nous va bien, et on peut faire le chemin avec des chaussures qui nous font pas mal aux pieds, quoi. Voilà. Et c'est à ça que je vous encourage. Élise, tu me dis, et le service à la personne, le transpersonnel.
je sais pas, je comprends pas la question. Il faudra la préciser. Anaïs, oui, on t'écoute avec Mathéo, mon fils. Ben, salut à vous deux. Euh, donc voilà, on est dans cette vie riche de nos talents en fait, mais encore faut-il prendre le temps de les vivre et donc bon ben, de s'affranchir d'une certaine crainte par rapport à l'argent. Je sais et par rapport à la sécurité bon que donne un travail salarié et que donne l'école et que donne bon une cotisation retraite et je comprends tout ça, je, je sais très bien ce que ça peut apporter. Mais par contre, voilà, est-ce que si ça vous rend heureux, moi j'ai fini là, j'ai plus rien à dire. Mais je croise plein de gens qui disent j'ai pas le temps, je peux pas me permettre. Là c'est la folie, je suis stressé. Le nombre de gens sous antidépresseurs, etc. Donc, oui. Voilà. Alors Nathalie qui me dit, j'ai repris le travail depuis une semaine et je vois bien qu'il faut que je revienne à la maison pour me retrouver. C'est mon premier week-end, je suis claqué. J'avoue que vous êtes dans le vrai, merci. Merci. Ben, écoutez, moi je dis pas ça pour avoir raison, je dis simplement que il y a une réflexion que je me fais souvent. Je me dis, mais comment ils font? Mais ça fait longtemps hein, que je me dis ça. Je me dis, mais comment ils font les gens qui travaillent? Parce que moi, ma vie de cuisinier, ma vie de papa auprès de mes enfants, ma vie de jouer au Lego et au Playmobil avec mes enfants, ma vie de réparer les vélos et bon, me prendre tout le temps, me prendre tout mon temps. Et je comprends pas comment on peut travailler 8 heures par jour et essayer d'avoir une vie à côté de ça qui soit une vie satisfaisante, quoi. Alors, Amélie qui me dit, je ne sais pas si la question a déjà été posée, est-ce que les deux parents doivent être également impliqués dans le unschooling? Euh, alors, il n'y a pas de... encore une fois, chaque famille va trouver son équilibre, hein. Ça arrive. Par exemple, une famille qui part en voilier, bon, et voilà, on est dans le unschooling, toute la famille, etc. Bon, aucun problème avec ça. Par contre, je connais plein de familles où il y a un des parents qui travaille et puis l'autre qui reste à la maison. Ou alors les deux travaillent à mi-temps. Ou etc etc. Donc il faut trouver un équilibre avec ça. Il y a pas de règle en fait. Voilà. Celui qui reste à la maison, ça veut pas dire qu'il fait rien. Hein, au contraire. Il peut avoir sa micro-entreprise où il fabrique des boucles d'oreilles, où il fabrique des savons ou je sais pas quoi. Et puis bon voilà, donc il y a pas de il y a pas de règle, mais effectivement, ça marche mieux quand il y a une sorte de cohérence parentale en fait, hein. Voilà. Quand les deux croient au fait que la liberté a ses vertus quoi. Ouais. Séverine qui me dit avec l'école on n'a jamais appris à se prendre en charge, à écouter nos besoins, du coup ce n'est pas facile de lâcher prise, de sauter le pas. Eh ben oui évidemment, parce que l'école ne forme pas des gens libres et autonomes, ça se saurait. Oui des fois on n'a pas le temps de travailler, effectivement on n'a pas le temps de travailler. Mais oui l'école ne forme pas des gens libres et autonomes, elle n'a pas l'intérêt. Hein. Oui, Manuel qui fait la publicité des boucles d'oreilles de Carole. Et oui, qui fait ça. Mais c'est, vous voyez, mais par exemple, voilà, je vous prends cet exemple. Carole travaillait à temps plein. Carole, c'est mon amoureuse à Montréal. Carole travaillait à temps plein pour un organisme autochtone puisqu'elle est Innu autochtone. Et bon, pour bon des programmes de langue, etc. Elle a trouvé un nouvel emploi à mi-temps. Et en trouvant cet emploi à mi-temps, elle s'est dit, ben, avec notre forêt, bon, au milieu du Québec, là, dans l'est du Québec, avec des écorces de bouleau et du perlage, elle s'est mise à faire des boucles d'oreilles, à dire, ah ben tiens, est-ce que ça plaît à quelqu'un? Est-ce que ouais. Et puis finalement, elle reçoit aujourd'hui 3, 4, 5 commandes par jour. Elle en va à travers l'Europe, à travers. Et donc finalement, elle est en train petit à petit de s'affranchir d'un travail salarié, tout simplement parce que elle a trouvé de quoi être créative au lieu d'être productive. Et toute la nuance est là, quoi. Et comment ça se passe quand les enfants grandissent et partent de la maison? Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on sort de la sphère personnelle. En fait, les enfants, euh,
Oui, allons-y un pas à la fois, Yasmine, effectivement. Les enfants, en fait, vous savez, dans le unschooling, rencontrent tout un tas de monde, etc. Ils passent pas leur vie dans la maison, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont impliqués dans des associations, ils sont bénévoles, ils sont. Alors finalement, la transition se passe beaucoup plus facilement que des enfants qui seraient restés 8 heures par jour confinés dans une classe. Donc la sphère personnelle, elle est largement dépassée, explorée par toute une vie. Mais moi, mes enfants, ils ont été bénévoles au Festival de la BD. Ils ont été bon. Ben, vous voyez, donc ils ont été bénévoles au Comic Con de Montréal. Ils ont participé au Takuton. Enfin bref, des événements qui les intéressent et qu'ils aiment ça. Bon, ils aiment y participer et ça. Et ils sont pas juste à aller comme spectateurs, ils s'y impliquent comme bénévoles, comme organisateurs, etc. Donc oui, les enfants sont largement connaissants de la sphère autour d'eux, quoi. Euh, euh, j'en profite juste pour dire, bon, vous savez qu'il y a la formation Pirate de l'éducation, c'est pirate-éducation.com/formation, pirate au pluriel, pirate S, du haut, éducation.com/formation. Au début, vraiment, on a, on s'était dit bon, on va la lancer pour quelques semaines, puis on va voir, etc. Mais on a quand même beaucoup de demandes, et puis je vais réitérer pour les gens qui écoutent que bon, la formation est toujours accessible. On a prolongé son temps d'accès, et on prolonge aussi la promotion qu'on avait fait quand vous vous inscrivez. Si vous tapez pirate P-I-R-A pirate au pluriel dans l'accès à la formation, vous allez voir que c'est que voilà, il y a une réduction substantielle en fait sur la formation. Il y a aussi la possibilité de payer en 3 fois, etc. Je ne veux pas vous faire l'article, mais je sais, parce que je rencontre des centaines de familles, hein, qu'il y a des gens pour qui c'est évident tout ce que je raconte. Et il y a des gens qui sont en transition. Il y a des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Il y a des gens qui doivent faire le pas, en fait, voilà, et qui ont besoin, dans ces moments-là, qui sont des moments de fragilité, parce que tous les moments de transition sont des moments de fragilité, ont besoin d'être accompagnés. Alors la formation, c'est un accompagnement, en fait, et je sais que pour certains, c'est un pilier, c'est une aide, quoi, voilà. Voilà, donc je vous encourage à aller suivre cette formation. On a travaillé fort dessus. Elle est quand même assez solide. Hein. Il y a 35 modules, il y a des forums par module. Bon, il y a des cartes mentales, il y a des vidéos, il y a vraiment beaucoup de matériel dedans, et ça peut vous prendre par la main et vous accompagner et vous permettre de vous libérer de choses qui sont voilà, qu'on n'avait pas forcément conscientisé comme étant des prisons, mais qui ont fini par le devenir, quoi, voilà. Ah ben merci, une belle formation qui permet aussi des remises en question. Bon ben c'est très bien, très bien. Oui, alors Thierry qui me demande, et quid des enfants sortis du système sans emploi et sans motivation pour une formation euh, oui, c'est comment ça se passe au Canada? Bon, c'est compliqué. Là, Thierry, c'est compliqué de répondre de façon large. Déjà, au Canada, c'est par province qu'il y a des différents dispositifs. C'est un peu comme aux États-Unis où il y a 50 États, 50 politiques par rapport à ça. Mais disons que la motivation, et je comprends ce que ça peut être hein, d'un enfant qui en voit pas le bout, quoi, qui est dans ce long couloir gris et on lui annoncerait que c'est la fin du monde, il se dirait ouais, ok, et puis on lui annoncerait qu'il vient de gagner 200 millions au loto, il dirait oh, ouais, ok, tu sais. Donc je veux dire, il y a une espèce de long couloir gris à la fois de fatigue existentielle et d'absurdité du monde. Et je comprends que pour ces ados-là, c'est pas, mais encore une fois, trouver son X, euh, trouver sa façon de sa formule, monter sa propre recette de vie, écrire, Henri David Thoreau dit, écrire le poème de sa vie en fait. Eh ben,
ça ne peut pas se trouver dans des dispositifs scolaires ou dans des endroits normés. Moi, la formation que je propose n'a pas pour but de faire de vous des premiers de la classe du unschooling. Vous comprenez, l'idée c'est il n'y a rien de dogmatique là-dedans. Le jour où quelqu'un dira moi je suis la méthode Thierry Pardo, j'arrête tout. Vous comprenez? C'est pas du tout pour vous enfermer dans une autre méthodologie, dans un autre voilà. C'est au contraire, c'est à travers ces questions et cet accompagnement comment on peut se libérer de tout ça et trouver sa voie, trouver sa formule. Et je sais que pour Thierry qui m'écrit, je sais que pour certains ados c'est plus compliqué que d'autres. Sabrina, salut Thierry, moi je me demande comment maintenir une piraterie éducative dans un système très contrôlant. Et alors là, il y a il y a deux voies en fait. Soit on se dit je vais essayer de composer avec le système en disant ben je vais leur donner ce qu'ils veulent, comme ça je pourrais être libre à côté. Soit c'est de s'enfoncer encore plus avant dans la piraterie. Ce que font par exemple Ramine, mes amis du village de Pourgues, qui ont écrit aux inspecteurs en disant ben nous on va refuser en fait vos inspections. On ne jouera pas le jeu que vous nous demandez de jouer. Voilà, on n'est pas des hors-la-loi, on n'est pas, vous voyez, vous savez, voilà notre adresse, vous savez où nous trouver, vous savez où on est, mais simplement le papier calque que vous venez poser sur nos vies, euh, nous, euh, nous convient pas. Vous pouvez pas nous évaluer avec votre papier calque à vous. On a besoin d'avoir une vraie discussion, une vraie relation, quelque chose en bonne intelligence. Donc voilà, donc là vous posez directement votre marginalité, vous devenez encore plus pirate. Soit, eh ben vous vous dites, on va essayer de trouver un compromis, des façons de de ruser finalement avec le système. On sait faire ça, hein, on l'a fait à l'école bien souvent. À l'école, bon, moi j'ai toujours triché, j'ai toujours, oui, évidemment. Hein. Euh, mais, euh, mais oui, oui, on a toujours, on sait jouer avec l'administration, le papier, le faire comme ça plutôt que comme ça, puis ça va passer comme ça. Si on le dit comme ça va marcher. Bon, voilà, on sait faire ça. Bon, tous les gens qui font des demandes de subventions, tous les gens qui font des demandes de bourse, etc. On sait très bien qu'il y a une façon de dire les choses, et puis ça va passer. Bon, alors on peut, voilà, jouer le compromis ou jouer la radicalité en disant, voilà, je veux être respecté dans ce que je suis et voilà, je refuse de jouer à votre jeu, quoi. Bon, voilà. Donc c'est ça le. On est à cette croisée des chemins. C'est pour ça que le live, là, j'avais mis comme titre Et maintenant, entrer dans le rang ou entrer en piraterie. On est exactement là dans cette proposition-là. On est à cette croisée des chemins. Je le répète, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, finalement, on se retrouve avec un système scolaire déjà qui pataugeait, mais qui donnait, qui donnait l'illusion qui marchait bien. Mais finalement, là, on voit que c'est du grand n'importe quoi, là. Euh, et puis à côté de ça, on a redécouvert notre vie de famille et souvent avec bonheur. Kat me dit, sais-tu comment ça se passe du coup à Pourgues? Ben oui, à Pourgues en fait il y avait bon un tas d'enfants. Certains avaient décidé d'aller à l'école du village, d'autres non. Ceux qui avaient décidé d'aller à l'école, ils avaient comme négocié de dire bon ben on arrivera en retard, il y a des jours où on sera pas là parce que c'est la récolte des artichauts et que etc., etc. Mais là, finalement, quand les écoles ont fermé, comme ça a été le cas en France, eux se sont retrouvés dans des configurations qu'ils connaissaient très bien, avec un environnement incroyable, donc avec le jardin, avec la forêt, avec bon, et voilà, et donc aucun problème. Mais moi, c'est pareil. Moi, le jour où je me suis retrouvé, c'est avec mes enfants, ça fait 1 an et demi là qu'ils étaient scolarisés par décision de tribunal. Moi, le jour où on dit ah ben il y a plus d'école et cette semaine vous allez vous retrouver avec vos enfants à la maison, je peux vous garantir que j'étais pas du tout en panique, hein. Bien au contraire. Ah ben enfin on va avoir le temps de vivre quoi. Voilà et de voilà. Oui, c'est plus facile en village démocratique de refuser, bien sûr, il y a le collectif, il y a etc. Mais n'empêche que ça se fait aussi. Vous savez, c'est pas parce qu'on n'est pas dans un village démocratique
Oui, on est tout seul au monde non plus. Hein. Je sais pas, je pense qu'en ce moment, le gouvernement, par rapport au refus d'être contrôlé, comment ça se passe à Bourg, je pense que le gouvernement a d'autres chats à fouetter en ce moment. Là. Donc, pour l'instant, je pense que c'est en stand-by. Mais, euh, mais ça se comprend, ça s'argumente, ça se défend. Voilà, c'est pas, on n'est pas une secte, on n'est pas, c'est ouvert. Vous pouvez venir voir ce qui se passe et vous allez voir qu'il y a pas de problème. Oui, ça se fait, le dialogue se fait bien. Moi, j'ai donné, bon, plusieurs fois l'exemple des dialogues que j'avais pu avoir avec des inspecteurs pour mes enfants et tout ça. Ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, dans la plupart du temps, ça se passe plutôt bien. Une fois qu'on est tombé sur des gens qui comprennent. Moi, il avait fallu que, ouais, non, ouais, les compromis, effectivement, ça fatigue. Mais moi, il avait fallu, bon, en fait, le premier truc que je fasse descendre l'inspecteur de son estrade. Vous savez, j'avais déjà raconté ici, hein. Voilà. Il a fallu que, bon, c'est quoi que tu veux? Des diplômes, des trucs, donc j'avais sorti mes diplômes, ma thèse, ma maîtrise, mes articles scientifiques. Bon, je l'avais noyé sous mes trucs, bon, voilà. Ça, c'est ça tes critères de référence, voilà. Ça, j'en ai, plus que toi, plus que tes profs, plus que ton système. Donc, merci, voilà, ça c'est fait. Et ensuite, eh ben, il m'avait dit, l'inspecteur, qu'on avait, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, qu'il était prof de maths de formation, lui, avant d'être directeur d'école. Alors, on avait fait passer au prof de maths un examen, en fait. Un examen de mathématiques. Vous êtes venu voir ce qu'ont préparé les enfants, ben les enfants vous ont préparé un examen de mathématiques. Donc asseyez-vous, prenez un papier, on va vous examiner. Et voilà, si vous répondez, vous avez un point. Si vous trouvez pas, c'est les enfants qui répondent, c'est eux qui ont le point. Et à la fin, ça avait fait 8-2 pour les enfants. Donc le mec, il regardait ses chaussures un peu, tu vois, voilà. Voilà, une fois qu'on a posé ça, qu'on dit, voilà, tu vois, moi aussi, je peux faire des examens dans lesquels t'échoues, il y a aucun problème. Et tu te fais expliquer des mathématiques par un enfant de 6 ans, alors que toi, t'es prof de maths, tu vois. Voilà, bon, ben, voilà, une fois qu'on avait mis ça en place, après, le dialogue a été plus sain, hein, a été plus facile, a été plus respectueux, vous voyez, on s'est retrouvé quand même à pouvoir dialoguer sur des bases un petit peu plus sereines. Voilà. Euh, Écoutez, ça va être déjà notre petite heure de passé. Je vous rappelle donc que la formation continue, que la promotion aussi continue. Donc, si vous tapez comme code promo pirate au pluriel, eh bien, vous avez une réduction qui est quand même assez importante sur le coût de la formation. Je continue moi à aller découvrir vos parcours, vos réactions sur tous les forums et merci beaucoup de réagir. Pour l'instant, on a eu que des retours extrêmement positifs par rapport aux pirates de l'éducation. Ça me réjouit vraiment. On a travaillé fort pour que ce soit le cas, mais vous savez, on n'est jamais sûr parce qu'on n'est pas dans on n'est pas dans une science exacte. Mais voilà, merci, merci en tout cas de m'avoir accompagné dans ce live, dans ce moment-là. On en fera d'autres. Oui, il y a encore des questions qui arrivent. Ah ben, merci Catherine. Catherine, je donnerai pas en public ton nom de ton nom de courriel que tu m'as donné tout à l'heure. On va garder ça pour nous. Bon, mais merci vraiment pour m'avoir suivi. Merci Amélie, merci Jimmy, merci Siam, merci de m'avoir prêté l'oreille pendant cette heure-là. D'ici 2 semaines. Ah, salut Emma. Wow, merci beaucoup. Sabrina. Ah super super bon ben voilà je vois vos noms passer je voyage un peu chez vous, je voyage un peu parmi vous. Bon, mais merci beaucoup. Merci votre soutien. Merci d'être là. Et puis, et, et puis, on se retrouve très bientôt. Écrivez-moi. Vous savez que j'ai cette espèce de, j'ai ce côté vieille France. Moi, quand on m'écrit, je réponds. Voilà. Donc écrivez-moi si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller les écrire dans notre sur le site, etc. Donc merci, à bientôt. Oui, ah ben oui, j'espère venir bientôt reprendre mes tournées de conférences. J'ai hâte. Voilà. Merci tout le monde. Merci pour votre écoute. Et puis je voudrais
Voilà, il y a encore des commentaires. Merci, j'essaye de... Je veux pas vous couper la parole à mon tour. Euh, bon ben à bientôt. Écrivez-moi, je vous enverrai les réponses que je peux. On se rejoint sur la formation. On se rejoint sur les groupes, on se rejoint un petit peu partout. N'oubliez pas le code promo pour vous faciliter la vie. Je sais que c'est pas facile financièrement pour plein de monde en ce moment. Alors ben voilà, à très bientôt et merci encore de votre écoute. Bye bye.